TVT au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir et voici les titres du journal. Les hautes personnalités de l'État togolais peuvent, à partir de ce 14 mars 2023, aller déclarer leurs biens et avoirs chez le médiateur de la République. Cette disposition de la Constitution est désormais effective. Le premier jour à suivre dans ce journal. Les populations des zones urbaines du Togo auront plus d'accès aux services d'assainissement et ce sera grâce à un projet qui a officiellement démarré ce mardi à Lomé. Les détails à découvrir dans cette édition. Et puis le dossier de ce journal évoquera un fait de société. Êtes-vous amateur, voire même addict du kaolin? Eh bien, cette argile, cuite ou non, représente un véritable danger pour la santé et vous le découvrirez dans cette édition. Voilà donc pour les titres. À partir de ce mardi 14 mars 2023, les portes du médiateur de la République sont désormais ouvertes aux hautes personnalités du pays pour la déclaration de leurs biens et avoirs conformément à l'article 145 de la Constitution togolaise. Disposition respectée donc ce mardi par le président de la Haute Autorité de prévention de lutte contre la corruption et des infractions assimilées. Ulrich Amega y était. Voici son reportage. Il était un peu plus de 10 heures quand le président de la Haute Autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées, APLUSIA, franchit les portes du médiateur de la République. Séance tenante, il passe au remplissage du formulaire renseignant sur ses biens et avoirs, puis remise de l'enveloppe de déclaration scellée à l'assesseur, ensuite transmise au médiateur de la République. Bientôt 2 mois qu'il a pris fonction et Kimela Balou Abba s'acquitte d'une obligation constitutionnelle. Je suis venu faire officiellement cette déclaration à Madame le médiateur de la République. C'est une obligation fondamentale en matière de bonne gouvernance et de la transparence. Et elle contribue à s'assurer que les détenteurs de l'autorité publique n'utilisent pas leurs fonctions à des fins personnelles. Il est important donc que chacun puisse s'acquitter de cette obligation pour qu'à la fin, on s'assure que son patrimoine n'a pas évolué de façon indue. Et en cas de besoin, et lorsqu'il y a des enquêtes, c'est en ce moment que l'enveloppe de déclaration qui a été scellée sera ouverte pour les besoins de l'enquête. Tout s'est bien passé et je me réjouis d'être parmi les premiers à observer cette obligation de déclaration des biens et avoirs. Déclarer ses biens et avoirs à l'entrée comme à la sortie de fonction, une disposition constitutionnelle prévue dans l'article 145 de la Constitution togolaise. Transparence dans la gestion du denier public oblige. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, porte à la connaissance des candidats ayant postulé au poste de diverses catégories d'agents électoraux que les listes des candidats retenus donc pour les postes de formateurs et d'opérateurs de saisie OPS à l'issue des tests peuvent être consultés à partir de demain 15 mars 2023 sur le site internet de la CENI, le www.cenitogo.tg. Elles sont également consultables dans l'enceinte de la foire Togo 2000 à partir de la même date. Il s'agit donc des candidats ayant postulé au poste de diverses catégories d'agents électoraux suivant l'appel à candidature lancé le 15 juillet 2022 par le biais de l'Agence nationale pour l'emploi ANPE dans le cadre des opérations de recensement électoral de 2023. Et le programme des formations se présente comme suit. Pour les formateurs, la formation se déroulera du 20 au 25 mars 2023. Pour les opérateurs de saisie OPS, la première vague suivra sa formation du 3 au 7 avril 2022 et la deuxième vague du 10 au 14 avril 2023.
Toutes les formations ont donc lieu dans les locaux de la Foire Togo 2000 à Lomé. Toutes les formations se déroulent donc cette année 2023 et les listes des candidats retenus pour les autres catégories d'agents électoraux et le programme de formation seront communiqués ultérieurement. 2 communes pilotes ont été retenues par le gouvernement togolais dans le cadre de la réforme foncière. Il s'agit des communes AV2 et ZIO2. Celles-ci sont appelées à se doter de plans locaux d'urbanisation sous l'égide du ministère de l'Urbanisme avec l'appui de la Banque mondiale. Et presque un an après son lancement, le processus est à l'étape de partage d'informations sur le document avant sa validation. Les précisions dans ce reportage de Isaka Aruna. Le processus d'élaboration des plans locaux d'urbanisation des communes ZIO2 et AV2 avance à grands pas. Lancé en janvier 2022, il est désormais traduit en document. Avant le rendez-vous de sa validation, chefs traditionnels, élus locaux, géomètres et autres acteurs du foncier s'informent sur les étapes déjà franchies et celles à venir de ce processus. La démarche privilégiée, c'est la démarche participative, qui consiste à travailler et à expliquer le projet à la population et à recueillir son adhésion. La dernière difficulté qui persiste et que nous avons soulevée aujourd'hui, c'est la collecte des données sur la cartographie parcellaire des collectivités pour pouvoir concevoir ce que nous appelons la carte foncière des 2 communes. L'objectif est justement d'obtenir l'adhésion des populations en vue d'un meilleur aboutissement du processus. Un pari en passe d'être gagné. Si nous avons des difficultés, nous allons rejoindre la mairie, suivre les directives. Et là, à partir des plans que nous va nous amener pour régler le problème, on peut récupérer quelques parties des plans. Et là aussi, on peut convoquer les propriétaires terrains, convoquer surtout les géomètres et travailler avec eux en collaboration. Documents d'orientation, les plans locaux d'urbanisation permettront une occupation rationnelle et judicieuse des espaces territoriaux pour un développement harmonieux de ces communes. Le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Réforme foncière a exhorté chacun à s'y engager sans réserve. Il s'agit pour nous, acteurs de développement urbain, d'œuvrer pour la construction des communes AV2 et ZIO2 pour qu'elles soient inclusives, résilientes et vertes. La particularité de ces plans locaux d'urbanisme s'inscrit dans les nouvelles orientations dictées par le gouvernement qui consistent à sécuriser aussi bien les propriétés foncières des collectivités et des particuliers, ainsi que les domaines fonciers devant revenir à l'État. Cette phase d'implantation des plans locaux d'urbanisme est cruciale et nécessite l'adhésion de tout un chacun. Je vous exhorte à prioriser le sens de l'écoute, de communication, de partage d'informations lors de la réalisation de cette phase qui s'exécutera conformément à la réglementation en vigueur. Une fois validés et adoptés, les plans locaux d'urbanisation des communes ZIO2 et AV2 serviront de modèle en vue d'une véritable amorce de la réforme foncière au Togo. Et lancement officiel à Lomé ce matin du projet promotion de l'assainissement inclusif dans les centres urbains au Togo. Il va permettre de faire face aux difficultés d'accès à l'eau potable et surtout à celui d'accès relativement faible des populations aux services d'assainissement. Les précisions avec Komu Poyodé. L'accès universel à l'eau potable et à l'assainissement au Togo. Le gouvernement en a fait une large part dans sa feuille de route 2020-2025. Le projet promotion de l'assainissement inclusif des centres urbains au Togo, officiellement lancé, vient comme une solution à ce fléau. Il fera essentiellement face au sous-secteur de l'assainissement urbain qui se caractérise par un accès relativement faible des populations aux services d'assainissement, notamment la ville de Sokodé. Ce projet va consister à renforcer la station de traitement de boue de vidange à Sokodé, que la BAD avait construite, et préparer les documents pour des travaux dans 9 autres centres urbains. Quand on traite les boues de vidange, la chaîne de valeur, c'est qu'on a des boues qu'on peut transformer en fertilisants pour l'agriculture. Donc après cette expérience,
il s'est avéré qu'on peut améliorer. On va maintenant dupliquer ces stations de vidange dans 9 centres urbains dans la région maritime, centrale, dans toutes les régions du Togo. Financé par la Banque africaine de développement, ce projet vient en appui pour faire avancer l'agenda du gouvernement en matière d'accès à l'eau potable et à l'assainissement. Le ministre de l'eau et de l'hydraulique villageoise s'en félicite. La mise en œuvre du projet promotion de l'assainissement inclusif des centres urbains au Togo, qui n'est autre que la suite des projets déjà réalisés à Sokolé, contribuera à atteindre les objectifs de la feuille de route, permettant ainsi la fourniture des services inclusifs de gestion intégrée des bouts de vidange, qui favorisent entre autres la productivité agricole, la préservation de l'environnement et de la ressource en eau, l'amélioration du cadre de vie et du niveau de vie des populations, gage d'une meilleure santé de nos populations. Le projet constitue donc une référence en matière d'assainissement des eaux usées et excréta au Togo. Il doit inspirer le développement de l'assainissement inclusif à l'échelle de la ville. Selon les enquêtes, en 2017 au Togo, seuls 44% des ménages disposent des latrines améliorées, avec seulement 19,1% de ménages disposant de latrines améliorées non partagées. Le projet promotion de l'assainissement des centres urbains au Togo est prévu pour durer 24 mois. Et l'assainissement s'invite également dans la commune Ogou 1. Un projet de tri des déchets solides vient d'y être lancé sur initiative de l'ONG Sciences Technologiques pour le développement durable, STAD. Depuis Atakpamé, la correspondance de Silver Abdou. Des tris pour la valorisation des déchets solides visant à offrir un environnement favorable à la commune Ogou 1. Les déchets collectés vont être convoyés ici pour leur traitement, un projet pour contribuer à l'assainissement de la ville. Ce projet est porté par l'ONG STAD, Sciences et Technologies africaines pour un développement durable, une ONG qui accompagne la commune Ogou 1 pour mieux promouvoir la politique environnementale. C'est de sensibiliser la population au tri des déchets et aux abonnements au service d'enlèvement des déchets pour éviter les dépotoirs sauvages. La deuxième action, c'est de nettoyer, supprimer tous les dépotoirs sauvages des quartiers et former les acteurs de l'assainissement et de gestion des déchets pour pouvoir faire le suivi, pour éviter que ces dépotoirs reviennent. Donc le centre va faire le compostage à partir des déchets organiques, produire de l'engrais biologique pour servir dans les activités champêtres, donc dans l'agriculture, et éviter aussi l'utilisation des engrais chimiques qui également sont un problème aujourd'hui sur la santé publique. Le projet officiellement lancé est ici porté à la connaissance des différents acteurs impliqués en vue d'une participation active à travers la mobilisation, l'organisation et le suivi des activités. Un projet vivement salué par les responsables de la commune. Nous avons donc signé une convention et durant un an passé, il y a eu donc la construction d'un centre de tri au sein de notre commune. Ça rentre dans notre vision de rendre cette commune une ville propre pour redonner le nom à la ville d'Atakpamé. Nous sommes en train de travailler pour que nous puissions atteindre cet objectif. La mise en œuvre de ce projet s'inscrit dans le contexte d'une convention intervenue entre l'ONG et la commune Ogou 1. Objectif, mieux accompagner le processus de décentralisation pour davantage offrir un cadre de vie meilleur aux populations. L'Agence américaine pour le développement international USAID met en lumière les résultats du projet Momentum Country and Global Leadership, le projet mis en œuvre depuis août 2021 au Togo. Ce projet consistait à promouvoir la santé maternelle et infantile, la planification familiale et la santé reproductive. Les détails dans ce reportage de Marie-Reine Abeta avec la voix de Lys Djamien. Il y a 2 ans que débutait sur le terrain le projet Momentum Country and Global Leadership, un projet qui promeut la santé maternelle et infantile, la planification familiale et la santé reproductive. Il a été exécuté sur 2 districts sanitaires, l'Ogou et le Golfe. 2 ans donc après son opérationnalisation, l'heure est au bilan. Le projet MCGL s'est plus focalisé sur les jeunes en milieu extrascolaire. Et au niveau de ces ateliers, ils ont eu à faire plusieurs séances de sensibilisation sur la santé de la reproduction et planification familiale
pour les besoins qui leur sont adaptés en la matière. Donc toutes ces activités ont permis de recruter plus de 1200 jeunes et adolescents qui ont eu à adopter des méthodes contraceptives. J'étais ignorante concernant ces maladies, mais avec ce projet et avec l'assistance des RAC chez nous à l'atelier, j'ai eu connaissance des maladies sexuellement transmissibles et autres. Je pense partager avec l'entourage, surtout je commence par la famille, avec mes frères, les sensibiliser et prendre soin de leur santé sexuelle et aussi à l'atelier. L'expérience capitalisée permet aujourd'hui de penser à répliquer le projet sur l'ensemble du territoire. Le projet MCGL est un projet qui avait pour objectif d'améliorer l'accès, mais aussi pour introduire des innovations, pour voir si ces innovations sont porteurs. Donc, présentent ces résultats. Les autres projets vont maintenant capitaliser ces acquis, tenir compte de ces innovations pour faire l'extension. Le projet Momentum Country and Global Leadership a facilité 41 dialogues communautaires et groupes de discussion entre autorités locales, parents, adolescents et autres jeunes. Conséquence, meilleure information sur la santé sexuelle et reproductive et services de planification familiale renforcés. Santé encore avec ce fait de société à présent. Nombreuses sont ces femmes et nombreux sont certains de ces hommes qui consomment le kaolin communément appelé kalaba. Une véritable addiction pour la plupart. Mais quels sont les effets de sa consommation abusive sur la santé? Immaculée Baoué-Abalo a mené sa petite enquête. Son dossier est présenté par Carmen Madjé à Capo. Dayawa est revendeuse de kaolin ou kalaba, comme on aime l'appeler. Elle exerce cette activité depuis plus de 30 ans dans ce quartier d'Agoé. Aujourd'hui, elle en a fait une entreprise. Plusieurs autres revendeuses de ce produit viennent se ravitailler auprès d'elle. Pour elle, le kalaba a plusieurs vertus. Plusieurs autres femmes consomment le kaolin pour sa vertu, ses propriétés médicinales et spirituelles. Car selon elles, au-delà de son meilleur goût et de sa texture pâteuse, le kaolin possède des vertus thérapeutiques. Eh bien, le kaolin, certes, a des vertus, mais les nutritionnistes conseillent de ne pas en abuser. On ne peut pas interdire la consommation du kaolin ni de l'argile blanche parce qu'il y a des vertus thérapeutiques qui s'en dégagent. Moi-même, j'en prescris. Et il faut savoir quelle posologie il faut prendre pour ne pas aller en excès. Donc, il y a des effets néfastes sur l'organisme. Nous avons les effets directs, ça fait sur le tube digestif, sur le système circulatoire, sur les reins, sur le cerveau et maintenant d'autres types d'organes. Lorsque le kaolin est contaminé de sa source, parce qu'il y a certaines zones, certaines roches qui ont du plomb qui les contaminent, qui ont de l'arsenic qui les contamine, alors que le plomb et l'arsenic en dose élevée dans le corps donnent d'autres problèmes. Sur le plan rénal, il y a des particules de kaolin qui n'arrivent pas à être évacuées, à être filtrées par les reins. Et donc ça forme des cristaux qui s'accumulent dans les reins et bonjour les calculs rénaux. Et d'autres demandes même vont jusqu'à ce qu'on opère. L'addiction au kaolin ou kalaba peut relever d'un problème de santé selon les médecins.
Ce qui pousse généralement les gens vers la consommation du kaolin, c'est en réalité l'anémie. Donc c'est plutôt un signe qui montre qu'on a un problème de santé. Et il faut plutôt aller consulter pour savoir qu'est-ce qui est la cause de cette anémie et donner un traitement. Le kaolin, produit naturel 100% argile, s'utilise également dans le cosmétique. Selon les professionnels du domaine, il est idéal pour les peaux sèches et sensibles. Mais attention à ne pas en abuser. Et comme on le dit toujours, l'excès de toute chose est nuisible. Accident de circulation ce mardi à Souviépé, à Lomé. Un conducteur a perdu le contrôle de sa voiture et a fini sa course devant une boutique. Le récit des faits avec Sandra Adiabé. Perte de contrôle sans doute et le véhicule a perdu sa direction pour finir sa course contre ce poteau électrique. Sur son passage, des engins à 2 roues endommagés. La scène se passe sur la nationale numéro 5 à Adidogomé, sous le regard éberlué de la population. Le pire aurait pu se produire. Le 15 février 2023, en Conseil des ministres, il a été décidé le désencombrement des trottoirs dans le Grand Lomé. L'État, à travers cette vaste opération de désencombrement, tient à non seulement assurer la sécurité à tous et surtout aux usagers de la route, mais aussi garantir un rapide accès des secours aux différents lieux d'intervention, entre autres. L'accident de ce 14 mars aurait pu être dramatique si l'État n'avait pas pris soin d'ordonner le désencombrement des abords des voies publiques. Autre accident meurtrier, cette fois au Gabon. Le naufrage jeudi dernier d'un ferry a endeuillé tout le pays et le bilan ne cesse de s'alourdir. Les autorités gabonaises affirment avoir repêché 3 nouveaux corps sans vie hier lundi, portant le bilan à 6 morts et 31 disparus. Au Gabon, le bilan provisoire de la catastrophe du ferry s'alourdit. Le naufrage a causé la mort de 6 personnes et la disparition de 31. 3 nouveaux corps ont donc été repêchés au large du Gabon, a annoncé lundi le gouvernement. Le ferry privé Esther Miracle a sombré dans des eaux calmes jeudi dernier. 124 des 161 passagers et membres d'équipage ont été officiellement recensés et ont pu être sauvés vivants des eaux. Aujourd'hui, mes 4 enfants n'ont toujours pas été retrouvés et le bateau aussi n'a pas toujours été touché. Parce que s'ils étaient allés chercher dans le bateau, on aurait au moins eu une information précise de savoir exactement ce qu'il y avait dans le bateau. Depuis samedi, des familles éplorées ainsi que de nombreux Gabonais venus les soutenir campent sur le quai de Port-Molle, le port commercial de la capitale d'où l'Esther Miracle avait appareillé. Les familles reprochent aux autorités de ne pas les informer et aux secours d'être intervenus trop tard. Nous avons vu l'état dans lequel les corps sont arrivés hier, les corps qui ont été retrouvés la veille. Et c'était vraiment un état indescriptible en fait. Donc certains gardent encore un peu espoir parce que les miracles peuvent exister. Mais on a un peu perdu espoir de retrouver nos parents vivants. Le procureur de la République de Libreville a déclaré jeudi qu'une enquête avait été ouverte pour déterminer si une négligence, un mauvais entretien ou des facteurs indépendants de la volonté humaine avaient causé l'accident. Les voyages de nuit des navires de passagers sont suspendus jusqu'au 31 mars au moins. Le Malawi et le Mozambique sont également dans la détresse avec le passage du cyclone Freddy. Plus de 100 morts sont déjà décomptés et d'importants dégâts matériels enregistrés. Sous la pluie battante qui n'en finit plus de tomber, ses habitants font ce qu'ils peuvent pour retrouver des survivants. Le cyclone Freddy a ravagé leur ville et provoqué glissements de terrain et inondations. Lignes électriques coupées, routes barrées, habitations envolées. Au Malawi, le cyclone laisse derrière lui des dégâts considérables et de nombreux morts et disparus. Nous recherchons encore des victimes. Je me sers d'outils pour peut-être trouver quelqu'un. Ça a été dur dans la nuit. Mais là, depuis qu'il fait jour, je réalise les pertes. Je n'ai jamais vu une chose aussi horrible. Toutes les maisons de mes voisins ont été détruites et mes proches ont disparu.
J'essaie d'aider à trouver des gens. Je sais qu'il y a encore des corps ensevelis. Ceux qu'on a trouvés ont été évacués, mais ils avaient tous l'air déjà morts. Les autorités ont déclaré l'état de catastrophe dans le sud du pays et, faute de moyens, en appellent à l'aide internationale. Après s'être formé au large des côtes australiennes début février, Freddy a traversé l'océan Indien pour frapper les voisins du Malawi, Madagascar, puis le Mozambique 2 fois. Le bilan complet des dégâts et des pertes humaines n'y est pas encore connu. Freddy est un des cyclones tropicaux les plus puissants jamais enregistrés dans l'hémisphère sud. Il pourrait aussi devenir l'un des plus longs en durée, d'après l'Organisation météorologique mondiale. Enseigner est un art qu'il faut acquérir et c'est ce que découvrent et vont assimiler justement à Lomé des enseignants de musique. L'idée est de leur transmettre et de leur permettre ainsi de mieux transmettre leur savoir aux apprenants. Norbert Agbedano, Ulrich Amega pour des précisions. La musique, une discipline tout comme les autres. Son enseignement exige des professeurs des compétences requises. La musique, c'est l'art de combiner les sons et les silences d'une manière agréable à l'oreille. À partir d'un moment, la musique est considérée comme une matière facultative. Aujourd'hui, elle n'est plus inscrite comme une matière facultative. Elle est plus ou moins obligatoire. C'est pour cette année spécialement, la musique est enseignée de la 6e jusqu'en classe de seconde. Nous ne pouvons que remercier le gouvernement, féliciter l'État togolais pour tous les efforts qui sont consentis afin que la musique puisse entrer désormais comme une matière, tout comme les autres matières. L'art d'enseigner et les nouvelles donnes sur les approches méthodologiques sont au menu de cette formation. Un procédé pour redonner de la valeur à la musique au niveau scolaire. Aujourd'hui, sans formation, on ne veut pas passer un concours au Togo. Et beaucoup de nos collègues ne sont pas formés. Et nous avons pris sur nous de le faire nous-mêmes. Nous aurons à avoir une conférence d'un inspecteur de l'éducation sur le thème l'art d'enseigner. Et ensuite, nous aurons à voir les fondamentaux de l'APC, la nouvelle méthodologie maintenant d'enseigner. C'est fait dans les autres matières principales et nous le ferons aussi. Avant, l'enseignement était avec la méthode APO et maintenant c'est l'approche par compétence. C'est ça que toutes les matières font aujourd'hui de la 6e en seconde cette année. Le programme de musique de l'année académique en cours sera révisé au cours de cette rencontre. Musique encore avec ce méga concert d'évangélisation qui a réuni sur scène à Lomé des artistes gospel du Togo et de la sous-région. L'objectif était d'apporter la bonne nouvelle du Christ aux populations à travers la musique et ce fut un pari gagné. Marie-Thérèse Nabédé, Clarisse Atikle. Des chrétiens de tous bords magnifient et glorifient le Dieu Tout-Puissant à travers des mélodies inspirées des chantres Collins Newman, John and Gifty, Kais Blom. Et l'attraction Merci Chinwo du Nigeria, l'auteur du célèbre morceau Excess Love. D'inoubliables instants de louange et d'adoration pour le public. C'est ma première fois aussi de participer à un tel programme ici à Lomé. J'ai été vraiment touché et l'organisation était parfaite. J'ai vraiment adoré Dieu, j'ai apprécié l'atmosphère. Merci Tino. J'ai vraiment adoré sa prestation, particulièrement. D'abord, c'est mon artiste préféré. J'ai beaucoup apprécié la présence de Merci Chiwo. Nous avons senti l'onction. Nous sommes tellement bénis. Ce soir, je suis tellement content, justement en joie, parce que j'ai vu la manifestation de l'Esprit de Dieu, la puissance de l'Esprit de Dieu au milieu de son peuple. Et je rends gloire à Dieu. Ce grand concert d'évangélisation est une initiative de la Fondation Agir Ensemble pour l'Afrique. C'était pour chacun un moment de prière dans la foi et l'espérance pour obtenir guérison, délivrance et restauration.
Et voilà, donc c'est sur cette belle ambiance que se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.